Merci. Donc, le thème que j'ai choisi, protéger ou refouler les réfugiés, le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires. Alors, depuis, je dirais, le milieu des années 90, les États européens, totalement obsédés par le risque migratoire, avec des guillemets, mettent toute leur énergie à tenir à distance les flux de migrants et de réfugiés, tous confondus, et à leur interdire l'accès à leur territoire. Cette tendance a été poussée, on le sait, à son paroxysme au moment de la, comme diraient les Allemands, sogenannte, c'est-à-dire ainsi appelée crise migratoire de 2015, face à l'afflux de réfugiés, au point que plusieurs observateurs ont cru pouvoir et même devoir faire le parallèle avec l'attitude qui fut celle des États dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale à l'égard des Juifs fuyant le nazisme. On entend déjà les cris de ceux qui vont crier à l'amalgame illégitime, qui martèlent qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable et que on ne saurait toujours tout ramener au nazisme et à l'extermination des Juifs sous peine de confirmer la fameuse loi de Godwin. Alors pour ceux qui ne savent pas, la loi de Godwin, c'est plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'en approche. Mais pas de point Godwin ici, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas Hitler, c'est pas les nazis, je dirais, c'est même peut-être pas les Juifs, mais ce sont les États. Et je répondrai surtout qu'entre 1933 et 1940, personne ne pouvait imaginer la solution finale. Les Juifs, à l'époque, sont persécutés, privés de droits, spoliés, ruinés, humiliés, bannis de la société, poussés à fuir, parfois physiquement agressés, rarement tués et surtout pas exterminés. Alors ici, je me permets une petite parenthèse. Il faut être d'autant plus clair à ce propos qu'avant-hier encore, on a entendu pousser des cris d'indignation dans la salle, mais aussi à la tribune, lorsqu'une représentante de l'association du réseau Rhizome a osé parler de rafle pour caractériser le comportement de la police à l'égard des exilés. Faut-il avoir à ce point mauvaise conscience et besoin de se disculper pour toujours associer ce mot à la rafle du Veldiv? Car les rafles, ce n'est pas Vichy qui les a inventées. Elles font partie depuis des décennies de l'arsenal policier déployé contre les groupes les plus vulnérables. Au XIXe, les prostituées, les mendiants, les vagabonds. Dans les années 30, déjà, les étrangers indésirables et les Nord-Africains pendant la guerre d'Algérie. Donc le parallèle entre hier et aujourd'hui n'a rien de scabreux. Guy Sormand lui-même invitait instamment à le faire dans une tribune publiée l'an dernier sous le titre « Les réfugiés d'aujourd'hui ». Les réfugiés d'aujourd'hui me rappellent mon père fuyant le nazisme. Il faut le faire, disait-il, pour éveiller les consciences anesthésiées. Mais indépendamment de ce devoir de vigilance morale, le parallèle s'impose objectivement tant les analogies sautent aux yeux. Je les énumère. La fermeture de plus en plus hermétique des frontières à mesure que la persécution s'aggrave et que les flux d'exilés augmentent. Les réfugiés obligés d'embarquer clandestinement sur des bateaux de fortune, avec l'espoir, souvent déçus, qu'on les laissera débarquer quelque part. À l'époque, c'était Cuba, Alexandrie, Shanghai. L'invocation de la situation économique et de l'état de l'opinion en guise de justification. Le fantasme hier de la troisième colonne, agitateurs communistes, espions nazis, aujourd'hui de la menace terroriste. Et finalement, une diplomatie qui n'hésite pas à pactiser avec les pires dictatures, hier pour tenter de sauver la paix, on sait ce qu'il en est advenu, aujourd'hui pour endiguer les flux de réfugiés. Si l'évocation du passé résonne donc étrangement, au point d'avoir le sentiment que l'histoire bégaye, on peut malgré tout s'en étonner. Car entre les années 30 et aujourd'hui, une mutation fondamentale s'est produite, à savoir qu'on a décidé de placer les droits de l'homme en général et le droit d'asile en particulier sous la protection de la communauté internationale. Et donc, si les États étaient libres hier d'agir à leur guise, aussi immorale que nous paraissent rétrospectivement leur attitude, ils sont aujourd'hui théoriquement tenus par les obligations qu'ils ont souscrites en signant notamment la Convention de Genève. Je vais donc, dans un premier temps, rappeler rapidement comment on a abouti à la mise en place d'une protection internationale des réfugiés, avant de montrer, et ce sera l'essentiel de mon propos,
comment les États ont exploité, puisque je suis là en tant que juriste, j'ai oublié de le dire, comment les États ont exploité les failles de cette protection et comment le droit d'asile sacralisé en parole pèse dans les faits de peu de poids face aux intérêts étatiques. Donc on arrive au début du XXe siècle avec la figure dominante du réfugié qui n'a plus rien à voir avec celle de l'étranger banni de sa patrie pour la cause de la liberté, selon la formule de la Constitution montagnarde. On n'a plus affaire à quelques centaines d'individus exilés, proscrits en raison de leurs convictions, auxquels les gouvernements décident, au cas par cas, d'accorder ou non l'asile en fonction de considérations diplomatiques et politiques. Ce sont désormais des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui fuient les guerres civiles, les dictatures, les persécutions. Le changement est radical pour 3 raisons. La première, c'est celle que Hannah Arendt a relevée dans un passage célèbre de l'impérialisme, puisque ces persécutés, dit-il, ne sont plus seulement ni même principalement à cause de ce qu'ils ont fait ou pensé, mais parce qu'ils sont nés pour toujours dans la mauvaise catégorie de race ou de classe. Deuxième raison, ils fuient en masse, de sorte que la pratique traditionnelle de l'asile offert à titre exceptionnel et individuellement n'est plus adaptée. Enfin, parce que le phénomène se produit alors que les États édictent des restrictions de plus en plus sévères pour accéder à leur territoire. Et les risques de déstabilisation qui résultent pour les pays qui les accueillent de ces flux, de ces masses de réfugiés, amènent la communauté internationale, à l'issue de la Première Guerre mondiale, à se saisir de la question. Donc il y a toute une série. Alors la première mesure d'urgence, vous la connaissez, c'est le fameux passeport Nansen qui confère aux réfugiés un minimum d'existence juridique pour voir à quel point c'est important. Relisez Les Exilés de Erich Maria Remarque, c'est tout à fait intéressant. La mesure est entérinée par ce qu'on appelle un arrangement en 1922, uniquement pour les réfugiés russes, et puis ensuite les Arméniens, puis les Assyro-Chaldéens, et plus tard, en 1936, il y aura encore un arrangement sur les réfugiés venant d'Allemagne. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Je vous dirais simplement que ces arrangements, leur nom est d'ailleurs significatif, sont de simples recommandations sans aucune valeur contraignante. Et ils sont voulus comme ça. Et lorsque la situation économique se dégrade, les États n'hésitent pas à refouler, expulser ces réfugiés considérés comme un fardeau. Il y a bien une convention de 1933 sur les réfugiés qui est censée être un peu plus contraignante, mais elle sera signée par 8 États pour vous dire qu'elle n'aura aucun impact. Par conséquent, chaque État reste libre d'agir à sa guise et la compassion humanitaire masque mal ici la prévalence des intérêts étatiques. Alors il faut à ce moment-là, ici, juste dire un petit mot de l'approche qui prévaut dans l'entre-deux-guerres, dans la question des réfugiés. Elle est à la fois collective, sectorielle et ponctuelle. Collective et sectorielle parce qu'on raisonne en termes de groupes. L'appartenance à l'un de ces groupes est une condition nécessaire et suffisante pour être reconnu réfugié. Ponctuelle, car on tente de résoudre les problèmes au coup par coup, jamais globalement. Et cette approche a au moins un avantage, c'est que les États ne s'engagent que par rapport à des catégories déterminées de personnes définies à l'avance. Ils savent, il y a les réfugiés russes, il y a les réfugiés arméniens, etc. Et cet enjeu va être crucial au moment de l'élaboration de la Convention de Genève. Certains défendaient, de savoir à quoi on s'engage, certains défendaient le projet ambitieux d'un instrument de protection internationale des réfugiés véritablement universel, applicable sans considération de temps ni de lieu à toute personne fuyant les persécutions. Mais bien sûr, les États ont trop peur de s'engager sans savoir, et finalement, si la Convention opte pour une définition générale et synthétique, que je vais rappeler, mais on l'a rappelé tout à l'heure, ça va me permettre d'aller plus vite, c'est bien, c'est avec beaucoup de garde-fous qui limitent fortement son universalisme apparent. Donc on l'a redit, le réfugié, c'est la personne qui craint avec raison d'être persécutée en raison d'eux, et suit une énumération qui dit qu'il y a quand même ici des groupes qui réapparaissent, mais peu importe. Et on passe donc d'une conception collective et sectorielle à une conception individualiste et universaliste en phase avec la conception véhiculée par la Déclaration universelle de 1948. Alors, individualiste, on l'a dit, puisqu'elle s'applique potentiellement à tout réfugié, mais celui-là, du coup, devra
montré qu'il craint avec raison. Et craindre avec raison, subjectif, objectif, eh bien, on voit bien, mais ça a été dit, que c'est là, le ver est dans le fruit, car quand on voudra restreindre, eh bien, on prétendra que la personne n'a pas établi qu'elle craignait avec raison d'être persécutée. Question donc épineuse et qui se révélera diabolique. Et puis, double limitation dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. On est réfugié si les persécutions ou les craintes de persécution ont un rapport avec des événements qui se sont passés en Europe avant 1951. Et donc, là aussi, on l'a dit, c'est typiquement la guerre froide. L'universalisme apparaît en fait un peu comme un leurre. La question des réfugiés n'est pas appréhendée in abstracto, mais par rapport à un contexte politique. Et donc, on voit bien qu'ici, sous le droit, pointe à chaque fois la politique. Alors, ce que je voudrais maintenant montrer, c'est comment ces faux semblants du droit d'asile vont amener des années plus tard celle que nous vivons à sa faillite. Universalisme de façade. Alors, le protocole de New York de 1967 lève les restrictions géographiques et temporelles, et donc on est dans une définition véritablement universelle. Et sans doute, si ce protocole a été adopté et ratifié, c'est parce que les États, en 1967, pensaient que c'était fini, le problème des réfugiés. Mais malheureusement pour eux, si j'ose dire, enfin pour les réfugiés aussi, eh bien, c'est dans les années 80 et 90 que, de nouveau, le phénomène des réfugiés va renaître de façon massive, et cette fois-ci dans les régions, ça a été dit, les plus déshéritées de la planète, et les États vont n'avoir de cesse que de chercher par tout moyen à endiguer ces flux et à s'affranchir au maximum des obligations de la Convention de Genève. Et alors, on va parler ici, à un moment donné, dans les années 90, déjà, d'une crise du droit d'asile. Sauf que la crise, le mot, il est ambivalent et ambigu. Pour les gouvernements, il y a crise. D'abord parce que les mécanismes destinés à l'examen individuel des demandes est saturé, mais surtout parce qu'on parle, SIC, de la baisse de la qualité de la demande. Autrement dit, c'est plus des vrais réfugiés, c'est des réfugiés économiques, ce sont des gens qui essayent, parce que ça coïncide avec l'arrêt de l'immigration d'une façon générale, donc ce sont des gens qui essayent de tourner les restrictions à l'immigration en se réclamant abusivement de la Convention de Genève. Pour les défenseurs du droit d'asile, la crise, elle réside dans le fait que la réaction des États occidentaux aboutit à restreindre considérablement la portée du droit d'asile et à la réduire à très peu de choses. On voit bien ici donc qu'il y a ces limites de fait à l'universalité de la Convention de Genève. On l'appliquait sans aucun problème aux Hongrois, aux Polonais, etc. Mais désormais, on ne l'applique plus. L'origine des demandeurs a changé, différences culturelles, pour dire les choses de façon politiquement correcte. En fait, bon, ils ne sont pas blancs, ils sont pas toujours blancs, ils ne sont pas toujours catholiques, bon voilà. Ensuite, le fait qu'ils viennent de pays pauvres fait que c'est facile de dire, mais regardez, ils fuient la misère et ils ne fuient pas l'oppression ni les persécutions. En général, ils fuient souvent un mixte des deux. Et puis, encore une fois, la politique de maîtrise des flux migratoires fait qu'on n'a vraiment pas envie d'accueillir des gens. Et puis, en plus, il n'y a plus d'enjeu politique. Il n'y a plus d'enjeu politique. Les derniers pour lesquels l'enjeu politique a marché, c'était pour les boat people. Et encore, les premiers. Parce que ceux qui sont arrivés plus tard, ceux qui sont arrivés au moment de Kouchner et autres, les autres, ceux qui sont arrivés plus tard, de nouveau, on leur a dit, vous n'êtes pas des réfugiés politiques. En fait, vous fuyez les problèmes économiques du Vietnam, qui étaient d'ailleurs réels. Alors, stratégie de contournement de la Convention de Genève. En 1933, le ministre de l'Intérieur britannique répondait aux Juifs qui lui disaient on voudrait bien venir, nous n'admettons pas qu'il puisse y avoir un droit d'asile. Et lorsque nous devons décider s'il convient d'accueillir chez nous tel ou tel réfugié, nous devons nous demander si c'est l'intérêt de notre pays. Bon, réel politique, c'est horrible, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas contraire au droit international. Aujourd'hui, le contexte a changé. Et donc, les États qui hésitent à violer de front leurs obligations cherchent à les contourner jusqu'à vider de substance la Convention de Genève. Alors, pour comprendre comment les États ont réussi ce tour de force,
s'affranchir des obligations de la Convention de Genève en faisant mine de ne pas la violer. Il faut rappeler ce point capital. Au regard du droit international, aucun État n'est tenu d'accepter l'entrée et la présence sur son territoire d'un individu qui n'est pas son national, et ce principe ne cède pas quand est en jeu le droit d'asile. La Déclaration universelle de 1948 proclame très gentiment que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est sympa, c'est gentil, mais il n'y a pas l'obligation corrélative pour les États d'accueillir les demandeurs d'asile. Donc il y a un droit de demander l'asile, mais certainement pas un droit à l'asile. Quant à la Convention de Genève, c'est pareil. Elle n'oblige pas les États à accueillir les réfugiés. Elle contient uniquement un principe de non-refoulement. Ce principe de non-refoulement fait obstacle à ce qu'un réfugié soit renvoyé non seulement vers son pays d'origine, mais également vers tout autre pays où il risquerait à son tour d'être renvoyé vers son pays d'origine, vers le pays de persécution. Le demandeur d'asile doit, alors ça on l'a oublié, y compris le directeur de l'OFPRA semble l'avoir oublié, que le demandeur, quand il nous a dit les demandeurs d'asile, il ne faut pas confondre les demandeurs d'asile et les réfugiés, donc les demandeurs d'asile, s'ils sont maltraités, ce n'est pas ma faute, le demandeur d'asile doit bénéficier de cette protection avant même d'avoir été reconnu réfugié, jusqu'à ce qu'éventuellement on lui refuse le statut, en raison du caractère recognitif de la qualité de réfugié. Recognitif en droit, ça veut dire que vous reconnaissez une qualité et ce n'est pas vous qui la créez. Ce n'est pas l'OFPRA qui crée le réfugié, elle se borne à le reconnaître. Bon, c'est très théorique aujourd'hui. Enfin, bon. Et par conséquent, la personne qui se présente aux autorités d'un État et demande protection ne peut pas être refoulée avant que sa demande ait été examinée. C'est le minimum qu'exige la Convention de Genève. Et on comprend, dans ces conditions, l'énergie dépensée par les États pour stopper les flux de réfugiés en amont de leurs frontières. On comprend aussi la raison d'être de notions comme celle de pays d'origine sûr, pays tiers sûr, demandes manifestement infondées, qui vont permettre le renvoi sans examen ou après un examen superficiel des demandes des réfugiés, de ceux à qui on va dire mais finalement vous n'êtes pas réfugié, donc on peut vous refouler. Cette stratégie de contournement de la Convention de Genève comporte plusieurs volets: une politique restrictive de reconnaissance du statut, la multiplication des obstacles visant à empêcher l'arrivée des réfugiés aux frontières de l'Europe, ce qui évite d'avoir à les refouler, la délocalisation de la protection et finalement, en tant qu'élément et condition d'efficacité de cette stratégie, l'externalisation de la politique d'asile, ce que je devrais réussir à vous expliquer dans les 12 minutes qui me restent. Une politique restrictive de reconnaissance du statut. Bon, là, je peux aller vite parce qu'en plus ça a été dit et redit tout à l'heure. Donc on voit bien comment il y a ici un objectif finalement de dissuasion. La baisse, les exigences de preuve de plus en plus sévères font que le taux plus la fameuse notion de pays de premier asile, vous auriez pu demander l'asile ailleurs, donc on ne vous reconnaît pas la qualité de réfugié. Vous venez d'un pays tiers, vous avez transité par un pays tiers sûr, retournez dans ce pays tiers sûr. Asile interne, c'est encore pire, il y a dans votre pays des endroits où vous pourriez vivre sans risque, donc vous n'êtes pas réfugié, vous n'êtes pas protégé par la Convention de Genève. Toutes ces notions, je n'ai pas le temps d'y insister, mais sont dans le fameux RAEC, ce qui veut dire Régime d'asile européen commun, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la politique d'asile est commune à tous les États membres. Et avec tout ça, le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui était dans les 90% quand c'était des Hongrois et des Polonais, et a chuté énormément, je n'y reviens pas, ça a été dit et redit, et s'il a remonté, le taux, c'est bon, parce que, alors, M. Brice nous disait qu'ils ont fait des efforts, je ne le nie pas, c'est probable, pour essayer quand même d'être un peu plus présentable en France, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de Syriens, et les Syriens, ils obtiennent quasiment automatiquement aujourd'hui, alors soit l'asile, attention, soit la protection de la Convention de Genève, soit plus souvent la protection subsidiaire, qui, elle, est beaucoup moins protectrice. Mais ce qu'on constate, c'est que ici, les différences de traitement entre les nationalités qu'on a évoquées
c'est pas seulement par rapport aux preuves de crainte de persécution, c'est aussi des considérations politiques et diplomatiques qui pèsent plus lourd que l'appréciation objective des risques de persécution encourus. Si la nationalité la plus favorisée, alors je mets beaucoup de guillemets, vous allez voir pourquoi aussi, sont les Syriens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'avantage de fuir un régime qui est mis au banc de la communauté internationale. Mais alors le problème, et j'en viens au deuxième obstacle, c'est que pour bénéficier de ce préjugé favorable, avec beaucoup de guillemets, il va falloir qu'ils aient réussi à franchir les obstacles qu'on a placés sur leur route, comme à tous les autres réfugiés. Ici, pas de régime de faveur pour les Syriens. Alors les obstacles à l'accès au territoire de l'Union européenne, je suis obligée, évidemment, de les mentionner de façon un peu rapide. Si ça vous intéresse, on pourra voir ça dans la discussion. Il y a des obstacles juridiques et matériels, une politique des visas, donc obstacles juridiques extrêmement restrictive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, un réfugié n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de passeport, il n'a pas besoin de visa. Ça, la Convention de Genève le dit. On ne peut pas refuser quelqu'un qui se présente à la frontière sans ses papiers s'il est réfugié, ou s'il se présente en disant « je demande à bénéficier d'une protection internationale ». Bon, déjà, ils ne peuvent pas avoir de passeport la plupart du temps, donc sans passeport, pas de visa. Je n'ai pas le temps de parler du visa de transit aéroportuaire, qui est vraiment quelque chose de diabolique, mais bon, je n'ai pas le temps. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que vous puissiez dire « j'ai pas mes papiers », il faut que vous arriviez à la frontière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les compagnies aériennes, ou maritimes, enfin aériennes, elles ont l'obligation, sous peine de sanctions extrêmement élevées, 5 000 € en France par personne amenée aux frontières de l'Europe, ou ici à Roissy, sans les papiers nécessaires. Donc c'est elles qui font la police et qui n'autorisent pas à monter dans les avions les personnes qui n'ont pas les documents. Donc les réfugiés en ont encore moins que les autres. Et donc, à partir du moment où on leur bloque les voies légales d'accès à l'Europe, eh bien, à tous les migrants, demandeurs d'asile inclus, on ne fait pas la différence, eh bien, les États les contraignent à emprunter des voies illégales infiniment plus dangereuses, à recourir à des passeurs dont les tarifs augmentent à mesure que la demande s'accroît. Mais ces routes migratoires, elles sont elles-mêmes étroitement surveillées pour faire obstacle aux entrées illégales, et c'est la fameuse agence Frontex, créée en 2004, dont on vient il y a quelques jours de renforcer les moyens en la rebaptisant Corps européen de garde-frontières. C'est, vous le savez, la figure emblématique et l'instrument par excellence de la politique dite de gestion des frontières extérieures. Donc son rôle est d'abord dissuasif par la présence de ces navires, de ces avions, de ces outils technologiques avancés. Mais dissuasif, ça veut dire qu'elle oblige les migrants à modifier leur trajectoire migratoire en prenant plus de risques pour échapper au contrôle, ou alors à emprunter d'autres routes tout aussi dangereuses, à savoir les déserts, les montagnes, et à se retrouver d'ailleurs dans les camps libyens où, vous avez sans doute vu les reportages, la situation est quand même assez dramatique. Donc dissuasif, ça ne veut rien dire, ça ne dissuade pas les gens de prendre la route, ça les oblige simplement à risquer encore plus leur vie. Les conséquences meurtrières de cette politique sont bien connues et je n'y insiste pas puisqu'on l'a déjà dit et de toute façon vous le savez. Frontex d'ailleurs n'a pas seulement pour but de dissuader, ces interventions visent aussi à intercepter les navires soupçonnés de transporter des migrants clandestins qui peuvent à ce moment-là être refoulés vers le pays qu'ils cherchaient précisément à fuir. Alors c'est vrai que dans le statut de Frontex, c'est marqué que Frontex doit respecter la Convention de Genève et l'obligation de non-refoulement. Mais comment voulez-vous, quand vous interceptez un navire, vous allez dire « Ah oui, celui-là, on peut le renvoyer dans son pays ». C'est complètement illusoire. Déjà, les officiers de protection de l'OFPRA, ils ont beaucoup de mal à faire le tri entre ceux qui méritent protection et les autres. Vous pensez bien que les gens qui sont sur les bateaux de Frontex ne le feront pas. Et puis, l'externalisation. L'asile au risque de l'externalisation. Le mot externalisation, on l'utilise aujourd'hui, au départ c'était plutôt dans le vocabulaire des associations, mais qu'il est repris aujourd'hui de façon assez globale, il est très parlant. Ça vise d'une part à repousser toujours plus loin le cordon sanitaire destiné à protéger l'Europe des flux de demandeurs d'asile, d'autre part à reporter sur les États tiers
la responsabilité de cette politique. Alors, accords de réadmission, on passe des accords de réadmission, soit l'Europe, soit les pays membres, avec des pays de transit en général, ou des pays d'origine, qui vont, contre quelques avantages financiers ou économiques, s'obliger à reprendre les migrants, soit leurs nationaux, soit même ceux qui ont simplement transité par chez eux, si on les découvre, lorsqu'ils sont pris en situation irrégulière en Europe. Et les pays en question sont loin, tant s'en faut, d'être des pays démocratiques, et en plus, ces demandeurs d'asile, puisque parmi eux il y en a, n'ont aucune garantie que le pays vers lequel ils sont refoulés examinera leur demande. Autre élément de la stratégie de contournement de la Convention de Genève, la délocalisation de la protection. On a déjà relevé cette notion d'asile interne qui fait que finalement on peut refuser la protection à quelqu'un qui est censé pouvoir trouver une protection dans son pays lui-même. Mais cette stratégie est surtout illustrée par les nombreuses propositions qui ont fleuri à partir des années 2000 visant à délocaliser dans les pays tiers les procédures d'examen des demandes d'asile ainsi que la protection des réfugiés, pays tiers du Sud en général. Et aucune de ces propositions ne s'était jusqu'à présent concrétisées, mais elles ont ressurgi dans le contexte de la crise migratoire actuelle, comme le montre le contenu de l'accord passé avec la Turquie en mars 2016, ou encore le processus de Khartoum auquel Hélène Thiollet a fait référence tout à l'heure, ce processus de Khartoum qui, comme elle a dit, associe l'Europe avec tous ces pays très démocratiques, Érythrée, Éthiopie, Soudan, qui sont eux-mêmes pourvoyeurs de réfugiés et à qui on demande de bien vouloir stopper les flux de migrants. On a l'impression de marcher sur la tête. Il y a un prétexte. Le prétexte, c'est éviter aux réfugiés de risquer leur vie dans des traversées clandestines. Sauf que l'objectif ici est bien encore de maintenir les demandeurs d'asile à distance et de faire supporter le fardeau de l'asile aux pays tiers. Et finalement, cette délocalisation s'inscrit dans une évolution globale préoccupante à laquelle Hélène Thiollet a également fait allusion, tandis que la petite proportion de ceux qui peuvent se réclamer de la Convention de Genève se voit reconnaître au compte-gouttes le statut de réfugié dans les pays occidentaux, des millions d'autres, Afghans, Irakiens, Somaliens, Soudanais, Congolais, sont massivement concentrés au Moyen-Orient ou en Afrique, soit qu'ils aient trouvé refuge dans un pays voisin, soit qu'ils aient été contraints ou incités à rester dans leur propre pays, éventuellement sous la protection du HCR. Dans ce dernier cas, ils vont grossir le rang des déplacés internes, désormais plus nombreux que les réfugiés proprement dits, ce qui en dit long sur la dérive du système de Genève, puisque la condition pour être considéré comme réfugié est justement de se trouver en dehors de ce pays. Et donc les réfugiés qui peuplent ces camps d'Afrique ou d'Asie n'ont pas la moindre chance d'être un jour reconnus en Europe comme réfugiés. Alors en guise de conclusion, enfin tout quand même 2-3 minutes, face à la crise migratoire de 2015-2016, qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien la persistance des réflexes acquis. L'Europe a commencé par rester absolument sourde aux appels du HCR, demandant instamment aux pays de l'Union, déjà entre 2011 et 2014, d'assurer l'accès à leur territoire d'une partie des réfugiés, qui donc étaient au Liban et en Turquie et en Jordanie. Il a fallu le choc provoqué par plusieurs naufrages successifs pour qu'un sommet européen extraordinaire se réunisse à Bruxelles en avril 2015. Non seulement aucun engagement n'a été pris, mais en plus les mesures préconisées ont été de renforcer la politique répressive dont j'ai essayé de montrer juste rapidement qu'elle était évidemment contre-indiquée. Après plusieurs mois de négociations et l'émotion provoquée par la photo du petit Aylan, pour qu'un accord soit trouvé prévoyant la relocalisation sur 2 ans de 160 000 réfugiés qui étaient jusque-là essentiellement en Italie et en Grèce. Vous le savez, ça a été dit, je crois, par François Héran, cette relocalisation n'a pas réussi. Il en a expliqué très justement les raisons. Et finalement, elle a été récemment enterrée en catimini, mais c'est clair. Le même objectif, endiguer les migrants, a présidé aux négociations menées avec la Turquie, qui ont abouti à l'accord que vous connaissez
en mars 2016, comme les commentateurs, même universitaires, pas seulement militants, l'ont relevé, il s'agit de sous-traiter à la Turquie, moyennant 6 milliards d'euros, la gestion de la crise migratoire et le droit d'asile, en retenant les populations fuyant les pays en guerre. Et pour légitimer ce refoulement, on a dit que la Turquie était un pays sûr, parce que sinon, voilà, il ne fallait pas violer directement la Convention. Alors rien n'est moins sûr, hein, puisque bon, c'est quand même pas très démocratique, et surtout la Turquie n'a pas ratifié la fameuse protocole de New York, donc elle n'est absolument pas liée pour les non-européens, donc les Afghans, bon, même les Syriens, elle leur envoie, mais les Afghans, elle peut les renvoyer comme elle veut, etc. Mais bien entendu, là aussi, on comprend bien que le but n'est pas vraiment de respecter la Convention de Genève. Alors, pour conclure, pour de vrai, on a beaucoup parlé de crise de l'hospitalité. On a bien dit que ce n'était pas une crise des migrants pendant tout ce colloque, mais on a dit que c'est quand même une crise culturelle, une crise de l'hospitalité, une crise de l'accueil. Bon, moi, ça me fait quand même... non, je ne crois pas. Il n'y a pas de crise de quoi que ce soit. Peut-être une crise de nos valeurs, puisque... Voilà. Mais sinon, je ne vois pas d'âge d'or où des pays aient gentiment accueilli des flux migratoires et des flux de réfugiés importants. Le seul moment où ils l'ont fait, c'est justement quand il y avait ces exilés, de ces individus qu'au cas par cas, on accueillait. Il y en avait 50, il y en avait 100, il y en avait 300, il y en avait peut-être 1000, mais c'est tout. Donc je crois que là, nous aussi, nous devrions éviter de parler de crise. En revanche, ça ne nous empêche pas de nous mobiliser pour que sur le plan politique, effectivement, l'opinion publique change un peu, et puis peut-être que nos gouvernants, qui se réfugient toujours derrière l'opinion publique, voilà. Mais ça sort un peu de l'épure de mon...